Salut, dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un business tout en étant en CDI. Donc vraiment, l'idée, c'est que tu puisses avoir des clés pour pouvoir créer ton business tout en travaillant 1 heure par jour donc sur ce business. Donc je suis Dominique Acoué, je suis consultante IT et j'ai créé donc Consulting qui accompagne les DSI dans leur transformation digitale. Et avant cela, en fait, j'ai aussi été comme toi, salariée dans des cabinets de conseil, salariée dans des entreprises, mais j'arrivais en fait à lancer des business en parallèle. J'avais un blog, j'ai lancé une biscuiterie artisanale, donc j'ai toujours lancé des business en parallèle tout en continuant à me former et aussi à obtenir des certifications. Donc vraiment, l'idée c'est que je puisse te partager ce que j'ai mis en place pour pouvoir développer des business pendant que j'étais en CDI. Donc c'est un format totalement différent, donc je t'ai partagé donc 5 feuilles, c'est vraiment en mode atelier. Donc n'hésite pas à prendre une feuille, un papier, une feuille et un stylo pour pouvoir prendre des notes et qu'ensemble on puisse voir les différentes étapes pour pouvoir se lancer tout en travaillant 1 heure par jour. Donc je te propose donc de commencer à regarder donc ensemble. Ok, donc si je n'avais qu'1 heure par jour pour créer un business, comment je ferais? Donc je te propose, donc c'est un plan donc, en 8 points. D'accord, en 8 points. 8e. Donc c'est vraiment ensuite productivité sur le 8e point. D'accord. Donc, dans un premier temps, nous allons voir l'audit du temps, la gestion des finances, trouver une idée, la recherche approfondie, prendre la décision, liste des outils et formations, construire un agenda et la productivité que tu vas mettre en place. Donc vraiment, avant de se lancer, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans un premier temps, moi, je te conseille concrètement, avant de te lancer, c'est d'auditer ton temps et de regarder qu'en fait, tu as du temps à consacrer pour un business. Il y a de nombreuses personnes qui vont dire, mais j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Ce que tu vas faire concrètement, c'est de regarder sur une semaine, donc de noter toutes les activités que tu fais, tout ce que tu fais. Donc vraiment, si ça t'intéresse d'atteindre la liberté, c'est vraiment mon objectif sur cette chaîne, à travers cette chaîne, de partager les astuces que je mets en place au quotidien. Donc si ça t'intéresse d'atteindre la liberté, moi je te conseille en fait de prendre une semaine et de noter toutes les activités que tu fais, de bloquer les plages. Donc ensuite tu prends ton agenda, vraiment, tu bloques les plages qui sont vraiment indiscutables. Par exemple le sommeil, 8 heures de sommeil par nuit, tu les notes dans ton agenda. Ensuite, si tu as travaillé 7 à 8 heures par semaine, tu les notes aussi par jour, tu les notes dans ton agenda. Les activités que tu fais au quotidien, dans ta maison, chez toi, à t'occuper de la famille, c'est peut-être 2, 3 heures ou 4 heures par jour, tu le notes aussi dans l'agenda. Et ensuite, noter aussi le transport, si tu as différentes activités en lien avec le transport qui t'emmènent en fait à te déplacer. Donc pour aller au travail, tu es obligé de prendre les transports, c'est peut-être 1 heure le matin, 1 heure le soir, ou peut-être 2 heures même le matin et 2 heures le soir. L'essentiel, quand tu rajoutes toutes ces heures, quand tu rajoutes tous ces éléments, il reste au moins 56 heures. Donc bien sûr, là je n'ai pas mis le transport, mais tu retires les heures en lien avec le transport. Peut-être que si tu retires 12 heures, 14 heures avec le transport, il te reste quand même 42 heures là, tu vois. Donc ensuite, tu trouves le créneau qui te convient. Donc une fois que tu as identifié qu'il te reste, s'il te reste 10 heures par semaine à consacrer à ton business, il te reste 15 heures, 20 heures. En tout cas, tu fais ce calcul et tu regardes donc ensuite les créneaux qui pourraient convenir. Est-ce que tu es plutôt le matin ou plutôt le soir, ou le matin et le soir? Vraiment à toi de trouver ces créneaux. Mais en tout cas, moi vraiment, l'objectif c'est que tu réalises que tu as au moins 2 heures par jour pour pouvoir te lancer et créer ton business. Ensuite, moi je voudrais que dans cette partie audit du temps, il faut qu'on se dise qu'il y a un vrai mythe, là, le mythe autour de la baisse d'énergie après le travail. Il y a de nombreuses personnes qui se disent que en fait, après le travail, quand elles prennent le transport et qu'elles arrivent à la maison, elles sont fatiguées, ou bien certaines même sont en télétravail. Et malgré à la fin de la journée, elles sont fatiguées, elles ne peuvent pas travailler. Honnêtement, si ton objectif c'est d'atteindre la liberté, si ton objectif c'est vraiment d'atteindre l'indépendance financière, il faudra que tu te fasses violence. Si tu n'es pas malade, si tu n'as pas eu de journée très stressante, prenante, honnêtement, fais un effort parce que, encore, il y a des personnes qui travaillent sur les bâtiments. Moi, je relativise toujours. Il y a des personnes qui sont dans le bâtiment, c'est des métiers physiques. Si toi, tu travailles avec un ordinateur et en plus, ce que tu vas faire, si c'est une activité qui va se faire sur Internet, lancer quelque chose sur Internet, il faut vraiment que tu arrives à te faire violence pour pouvoir lancer ce business-là et arrêter de te raconter en fait ses limites et ses croyances pour dire je n'ai pas d'énergie. Non, en fait, il y a des recherches qui montrent que si tu
tu décides que tu n'as pas d'énergie à la fin de la journée, et bien en fait ce sera vrai parce que du coup tu vas te sentir fatigué. Donc vraiment moi je voudrais que tu arrêtes et que tu reconnaisses que c'est un mythe, vraiment. Si tu n'as pas eu de journée exceptionnelle, longue, déplacement et tout ça, alors, et que tu es en très bonne santé, alors dis-toi que tu peux travailler au moins une journée, une heure par journée. Ensuite, tu peux aussi utiliser du télétravail parce qu'en temps de télétravail, tu n'as pas le transport, donc les heures de transport le matin et le soir peuvent être mises à profit pour pouvoir lancer ton business. Ensuite, une fois que tu as fini de t'occuper de tes enfants, vraiment, je ne dis pas de ne pas s'occuper de son quotidien. Vraiment, c'est important de noter les plages indiscutables et derrière, ensuite, de regarder le reste du temps, de voir la réalité en face, de se rendre compte qu'on a du temps, en fait. Parfois, lorsqu'on se dit qu'on n'a pas le temps, on se dit en fait qu'on a besoin de plus de temps pour pouvoir faire plus de choses. Mais c'est regarder les vacances, regardez en fait quand vous êtes en vacances ou peut-être même quand vous décidez en fait de vous mettre, de ne rien faire, de vous reposer le week-end par exemple. C'est pas forcément productif parce que là vous avez le temps et c'est pas forcément productif. Donc plus de temps ne veut pas dire forcément plus de productivité. Donc utilisez cette heure ou ces quelques heures que vous allez gagner par jour pour pouvoir lancer votre business parce que plus de temps ne voudra pas forcément dire plus de disponibilité, de productivité et aussi plus d'actions menées dans le sens de votre liberté financière. Donc, étape 2, une fois que vous avez trouvé le temps, vous avez identifié les créneaux que vous allez mettre à profit pour pouvoir lancer ce business. Donc, vraiment, la deuxième étape et qui est très importante, c'est de faire le tour dans ses finances, de regarder vraiment les finances en face et de regarder quelles sont les difficultés que vous avez au niveau des entrées, au niveau des sorties et de regarder ce qui reste vraiment sur le compte en banque une fois que toutes les charges sont sorties du compte en banque. Donc vraiment ça permet de regarder la réalité en face et surtout il faut aussi se mettre dans la discipline de gérer les finances parce que si les finances au niveau personnel ne sont pas gérées, malheureusement en fait cette attitude elle va aussi se répercuter au niveau professionnel. Donc les finances professionnelles seront mal gérées. Donc vraiment c'est vraiment important d'identifier en fait s'il y a des lacunes et de se faire violence, se faire de la discipline, de devenir discipliné sur la gestion des finances. Aussi, identifier qu'est-ce qui reste à la fin du mois sur le compte pour pouvoir se lancer et éliminer toutes les dépenses inutiles. S'il y a des abonnements qui sont inutiles, si ces abonnements-là ne vont pas dans le cadre de votre travail, si ces abonnements-là ne font pas gagner d'argent, sont des abonnements qui ne sont pas imposés ou utiles pour ton travail, honnêtement, supprime-les. Ça fait toujours des euros pour lancer ton business. Donc, calcule ce qui reste sur le compte après toutes les charges, bien sûr, avec aussi, bien sûr, tout ce qui est assurance, prévoyance. Il faut aussi que tu te sécurises, que tu mettes ta famille ou toi à l'abri avant de pouvoir te lancer. Une fois que ça c'est fait, l'étape numéro 3, c'est vraiment trouver l'idée. Et là, pour ce coup, pour cette étape, il faut faire une liste de ses compétences. Donc, vraiment, les compétences que vous avez, que tu as actuellement. Qu'est-ce que tu as aussi comme passion? Qu'est-ce que tu aimes? Quelles sont les expériences que tu as déjà vécues? Les domaines dans lesquels tu as de l'expérience? Ça, c'est important. Et ça va te permettre de trouver une idée, des idées de business, en tout cas qui peuvent être en lien avec tes compétences, tes passions et aussi les expériences. Par contre, point d'attention, il faut vraiment faire attention à ne pas se lancer dans des projets passion. Ce que j'appelle projet passion, c'est des projets passion sans réel business model ni stratégie pour gagner de l'argent. Ça, c'est très 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 dangereux parce que tu peux avoir une idée de lancer un business, par exemple sur je voudrais bien lancer un business sur l'écriture de manga ou des bandes dessinées. Et honnêtement, si tu n'as pas de vision claire, de stratégie, comment gagner de l'argent, ça va être très compliqué. Parce qu'à un moment, quand on essaie, on lance sur un coup de tête et on se dit oui, le projet passion, ça va marcher. Non, il faut en fait gagner de l'argent. Parce qu'à un moment, quand il n'y a pas d'argent, et bien en fait la passion, elle se transforme en terreur et elle se transforme en horreur. Vraiment, ça devient très très difficile et il y a des personnes qui commencent même à détester ce qu'elles aimaient à l'époque. Donc vraiment, faire vraiment attention à ça. Il faut penser à comment gagner de l'argent dès le début si tu as une idée. Sinon, éviter les projets passés. Donc il y a de nombreuses personnes qui veulent fuir les actions répétitives. Donc en fait, elles vont avoir des idées de business
qui sont à leur portée, mais parce que ces business-là ne sont pas glamour, ces business-là ont des activités répétitives, alors elles vont écarter d'office ces idées de business. Et ça, c'est dommage. Donc vraiment, il faut aussi se rendre compte qu'un business, c'est quelque chose qui va vous permettre de gagner de l'argent et derrière vous permettre d'atteindre une indépendance financière. Donc vraiment, essayez de ne pas rentrer dans ces croyances et dans ces limites de dire « Oh, ce n'est pas assez sexy, c'est pas assez glamour, les projets passion ». Il faut vraiment réaliser que avant tout, gagner de l'argent, c'est très important pour un business, sinon il n'y a pas de business. Il faut aussi éviter de prendre des conseils. Donc à cette étape, pour trouver l'idée, il faut éviter de prendre des conseils de personnes qui n'ont pas réussi à atteindre les objectifs que vous voulez. Des conseils qui sont de personnes qui sont plutôt dans le salariat, qui n'ont pas réussi à faire ce que vous voulez faire. Il faut aussi faire attention donc à cette étape. Il ne faut pas s'arrêter à la vie de 2 personnes, 3 personnes, même 10 personnes. D'accord ? Vous avez un marché, vous voulez servir un marché qui va représenter à peu près 30 000 personnes, imaginons. Vous avez 30 000 personnes, ou plus, plus de 30 000 personnes sur un marché à qui vous voulez offrir un produit ou un service. Ou peut-être même des centaines de milliers ou bien des millions de personnes. Donc, imaginez-vous que vous vous basez sur la vie de 10 personnes pour décider pour 1 million de personnes. C'est pas très juste. Donc vraiment, il faut éviter de faire cette erreur. Même si vous demandez à 10 personnes et que 10 personnes vous disent « Oh oui, c'est très très bien » et tout, basez-vous sur des données, des statistiques avant de vous dire que c'est une idée avec laquelle vous allez partir. D'accord ? Et aussi, il faut utiliser la méthode donc, des side quests. Ce que j'appelle side quests, c'est là, on est vraiment dans cette étape où on recherche une idée. On veut trouver une idée de business. Et donc, dans les jeux vidéo, vous avez la quête principale, vraiment, qui vous permet de terminer le jeu. Et vous pouvez faire, en fait, des quêtes parallèles avec lesquelles vous allez gagner des points supplémentaires, gagner des outils ou des armes supplémentaires. Et donc, ce sont ces quêtes parallèles, des quêtes que vous pouvez faire en parallèle de votre quête principale. Celles-là, elles vous permettent d'acquérir des informations, elles vous permettent de développer vos connaissances, elles vous permettent aussi de trouver en fait des idées, des trucs, des choses qui sont innovantes. Donc vraiment, n'hésitez pas à rencontrer de nouvelles personnes, à échanger avec de nouvelles personnes, à créer du réseau, que ce soit virtuellement ou aussi physiquement, vraiment aller dans des événements. Tout ça va vous permettre, en fait, c'est ce que je considère être des side quests, écouter des personnes sur Internet, écouter des vidéos, vraiment des documentaires. Tout ça, ça va vous permettre de collecter des informations pour pouvoir ensuite trouver votre idée de business. Donc, c'est très important de mettre en place, de réaliser que des quêtes parallèles peuvent vous permettre aussi de trouver votre idée de business. Donc pendant cette phase, écoutez le maximum lisez des journaux, écoutez le maximum de vidéos, regardez, c'est vraiment vous enrichissez, vous collectez de la donnée à travers ces side quests. Donc, ce qui est important aussi à cette étape, c'est de faire très très attention parce que si vous êtes dans un projet, si vous trouvez une idée et dans laquelle vous n'avez pas de passion, vous avez zéro intérêt, en fait, ce que vous allez juste créer votre propre prison. Vous allez vous retrouver dans un business qui va vous créer du burn-out, vous allez être fatigué, stressé et vous allez abandonner. Donc c'est vraiment important de faire le tour et que ce soit un business, une idée vraiment qui regroupe vos compétences, que vous ayez un intérêt, donc vraiment une passion, en tout cas un intérêt, et que vous puissiez aussi aimer ce que vous faites et que vous développiez vos compétences dans ce domaine vraiment que compétences, idées, donc ce qu'on a dit, vraiment passion, compétences, expérience. S'il y a des personnes qui ont de l'expérience que vous pouvez acquérir rapidement, ça, il faut que vous soyez, que l'idée de business, elle soit vraiment liée, qu'elle regroupe ces éléments. Parce que sinon, vous pouvez vous retrouver, c'est un risque, de vous retrouver en burn-out et de créer juste en fait votre propre prison. Voilà. Donc j'ai mis ici une personne qui est vraiment en burn-out parce que du coup, elle s'est créée sa propre prison. Étape 4, il faut ensuite, une fois que vous avez trouvé l'idée, il faut faire des recherches approfondies. Je ne le dis pas assez fort, mais il faut que ces recherches soient approfondies. Donc vraiment, n'hésite pas
à rechercher, donc recherche sur le marché, recherche des données dans l'écosystème, les concurrents, les grandes forces en présence, quelles sont les grandes entreprises, s'il y a des monopoles, quelle est la barrière à l'entrée, la barrière à la sortie, quelles sont les autres entreprises qui existent dans cet écosystème. Si tu as des grandes, est-ce qu'il y a des monopoles dans cet écosystème? C'est quoi le business model dans cet écosystème? Vraiment en général, quels sont les business models et comment les entreprises vraiment elles tirent, elles grossissent, elles grandissent, comment est-ce qu'elles augmentent leurs revenus, comment elles augmentent leurs profits, c'est quoi leur plus grande charge dans cet écosystème. Donc renseigne-toi vraiment sur toutes les forces en présence, les concurrents, et ça, se renseigner, ça permet de pouvoir encore plus acquérir des informations, mais des informations qui sont fiables et des données qui vont permettre de prendre des décisions. Tout ça, c'est pour éviter de prendre des décisions qui sont émotionnel. Tu peux pour cela utiliser les IA. C'est vraiment génial d'avoir des outils qui permettent de synthétiser des graphes, de synthétiser de la documentation. Donc tu vas récupérer de la documentation d'analyse de marché dans les différents cabinets, les grandes institutions. Peu importe la langue, tu nourris les intelligences artificielles avec cela et tu auras donc une analyse de cette documentation, de ces documents, et qui va te permettre du coup de pouvoir prendre des décisions. Donc utilise les IA. Tu peux utiliser des prompts tels que: imagine que tu es le CEO d'une start-up dans dans tel écosystème et que tu voudrais par exemple maximiser tes ventes la première année. Propose une stratégie commerciale, donc une stratégie pour pouvoir développer tes ventes en prenant en compte telle ou telle force. Donc vraiment, utilise des prompts qui décrivent bien ton contexte et tu nourris l'intelligence artificielle avec cela et tu vas voir ce que l'intelligence artificielle te propose. Bien sûr, tu optimises avec aussi ce que tu as vu et tu as lu dans les différents documents de ce que les grandes forces en présence font, le business model sur ce marché. Donc c'est très très important que tu aies des données fiables. Maintenant, dans cette partie de recherche pour collecter de la donnée, il faut faire attention aux biais dans la recherche. Donc, on peut parfois se dire qu'on a eu, par exemple, que des noms, on a eu que des refus quand on recherche les données, on a eu que des noms, peu importe en fait. On a eu un certain nombre de données et on peut se dire qu'on tire la conclusion pour tout le marché. Alors ça, il faut faire attention parce que une moyenne en général, peut se présenter de différentes façons. Donc là, dans mon document, je t'explique. Imagine là, il y a 25 personnes qui ont été interrogées, d'accord? Que 25 personnes. J'ai quand même un marché qui est plus de, imaginons si tu as un marché de 30 000 personnes, 100 000 personnes, des millions de personnes. Et donc, il faut que tu prennes déjà un nombre qui soit représentatif de ce marché pour pouvoir te baser là-dessus pour quand même prendre ta décision. Mais dans mon cas, dans cet exemple, je prends juste 25 personnes. Donc imagine, tu leur poses une question par rapport à ton business et que par rapport à cette question, eh bien, en fait, tu peux obtenir soit oui, soit non. Oui pour le business, non pour le business. Et là, imagine, tu poses la question à, par exemple, allez, on va dire que tu poses la question à 4, 6, 8, 9 personnes, tu vois. Tu poses la question à 9 personnes. Donc, les 9 personnes, elles vont te dire oui. Toi, automatiquement, si tu t'arrêtes à 9 personnes, à qui te paraît beaucoup, tu vas dire 9 personnes m'ont dit oui, alors ça veut dire que mon business il est bien. Tu parles à 9 personnes, 9 amis, 9 parents de la famille, voilà, ci et là, et tu te dis ah oui, ça fait quand même beaucoup de personnes qui sont pour. Alors qu'en fait, si tu avais continué ta recherche, ton analyse, tu aurais rencontré, en fait, derrière, tu as toute une suite de 10 personnes, 15 personnes qui vont te dire non, on est contre l'idée. Donc en fait, tu aurais pris une mauvaise décision en n'ayant pas un échantillon qui soit conséquent. Donc je reprends dans ce deuxième cas, regarde. Là par contre, c'est l'inverse. Les 9 ou 10 premières personnes, elles te disent non. Et par contre, derrière, la suite, les 15 autres personnes derrière, elles te disent que des oui. Donc si tu t'arrêtes aux premières personnes, les premières réponses, tu vas dire « Ah mais j'ai que des noms. J'ai que des noms, les gens sont défavorables et tout. » Alors qu'en fait, tu as juste
un échantillon qui n'est pas représentatif de ton marché et aussi c'est juste que la moyenne elle ne se représente pas forcément comme tu le souhaites en fait, comme on voudrait. Et le troisième cas, regarde là, c'est une alternance de oui, non, oui, non, oui, non, oui, non. Donc en fait, il faut vraiment avoir un échantillon qui soit conséquent et il faut vraiment faire une moyenne sur cet échantillon qui est conséquent et ne pas s'arrêter aux premières réponses. Parce que les premières réponses, ça peut être que les oui, enchaîner que les oui, alors que derrière, tu as 150 non. Donc vraiment, c'est vraiment important de prendre ça en compte à cette étape. Donc l'étape 5, c'est maintenant la prise de décision. Une fois que tu as collecté les informations, tu as fait des recherches, c'est maintenant le moment de prendre la décision. Pas la retarder éternellement. Et pour prendre une décision vraiment de façon consciente, en étant posé et droit dans ses baskets, bien sûr on a assuré la partie financière, on s'est rassuré du fait qu'on a du temps à réserver pour ce travail. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait un besoin avec la collecte de données. Là maintenant pour prendre la décision, je te propose cet outil donc, de mettre en parallèle, donc d'opposer les opportunités et les coûts. Donc tu vas décrire tes différentes opportunités. Là je t'ai mis 2 colonnes, mais en fait tu peux en avoir 3, 4, 5, mais en général avec les premières étapes, tu as peut-être réduit aussi tes opportunités, ta liste d'opportunités. En tout cas, tu notes tes opportunités et ensuite tu notes qu'est-ce que ça va te coûter. Et le coût, il faut faire attention, c'est pas que le coût pour se lancer, mais aussi le coût que cela implique tout au long du développement du projet. Mais dans un premier temps, vraiment, lister qu'est-ce qu'il faut pour se lancer. D'accord? Qu'est-ce qu'il faut pour se lancer et le coût lié à le coût lié à ce premier business, à tous les business, en fait, le business 1, le business 2, le business 3. Qu'est-ce que ça va te coûter? Et ensuite, les gains potentiels. Tout ça, c'est du prévisionnel. Bien sûr, c'est du prévisionnel. C'est avec des hypothèses. Hypothèse 1, il n'y a pas Covid. Hypothèse 2, il n'y a pas de crise. En fait, vraiment, prendre des hypothèses qui juste pour se rassurer, tu vas te rajouter aussi de la contingence. Quand tu te fais un coup, tu te rajoutes de la contingence, tu te rajoutes vraiment une petite marge en te disant ok, disons que ça coûte un peu plus cher, donc tu peux te rajouter 10, 20, 30% de marge. Donc vraiment sur tes coûts. Ensuite, sur tes gains, qu'est-ce que ça va te rapporter? Et après, tu fais le bilan. Donc, tu regardes, est-ce que tu as un bilan plutôt positif ou un bilan plutôt négatif? Si ça te coûte plus que ce que ça va te rapporter, et ça va aussi t'aider à y voir un peu plus clair, à un peu plus réfléchir. Peut-être que tu avais un projet coup de cœur, que tu sentais dans tes tripes que tu voulais lancer ce projet, mais derrière, avec le coût, avec vraiment quand tu vas faire le bilan et que tu vas voir que le bilan en fait par rapport à l'énergie que ça va te demander, le résultat, si tu n'es pas vraiment en profit, ça va t'amener à réfléchir, plus profondément. Donc ensuite il faut faire attention à cette étape. Parce que, comme je te l'ai dit, les coûts pour se lancer, c'est vraiment sur toute la période de l'activité. D'accord? Il faut faire une estimation, par exemple, sur 3 ans. Dis-toi, si tu fais une estimation sur 3 ans, quels sont les coûts? Et pareil aussi pour les gains. D'accord? Ça va vraiment t'aider psychologiquement à pouvoir anticiper beaucoup de choses et à faire face à ces charges. Parce que si tu les gardes dans ta tête, tu les écris pas, il y a peut-être des choses que tu ne vas pas réaliser. Mais écrire les chiffres, tu vas prendre du recul, réaliser qu'en fait il faut que tu aies ce montant-là ou il faut que tu puisses dégager cette somme-là, en tout cas sur du temps, sur les 3 ans. Donc ça va vraiment te permettre de réaliser que sur 3 ans, il y aura une certaine charge à pouvoir lisser. Ensuite, à cette étape aussi, une analyse soit à faire pour se lancer. Bien sûr, soit c'est quoi? Le S, c'est les forces en strength, weakness, opportunity, threat. Donc, les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces. Et ça, c'est vraiment une analyse à faire pour le business que tu vas lancer. Mais déjà, avec tout ce qu'on a fait précédemment, ça t'a donné une vision plus claire. Et cette étape, elle va être un peu plus rapide, en tout cas, à faire. Il faut aussi éviter les biais, il faut éviter nos propres croyances, il faut éviter nos orientations. Donc c'est pour cela, à cette étape, il faut se baser sur les chiffres, ce qui est écrit sur la donnée. Il ne faut pas se baser vraiment sur l'émotionnel. Il faut éviter de prendre des décisions qui sont émotionnelles. Il faut aussi éviter de prendre des conseils, donc en disant « Oh, j'ai le choix A, B, je ne sais pas quoi faire ». Donc prendre des conseils avec des personnes qui n'ont pas l'expertise, qui n'ont pas l'expérience, qui n'ont pas atteint le niveau de succès
Donc on en a déjà parlé, je ne vais pas revenir là-dessus vraiment. Il faut se baser sur ce qui est écrit. Quand vous mettez les coûts, les gains et que vous faites le bilan, qu'est-ce que ça donne pour pouvoir départager les différentes idées de business. Et il y a un point d'attention, vraiment avec les membres de la famille, je dis bien point d'attention, c'est-à-dire qu'on a tendance à prendre l'opinion d'une personne qu'on aime. On a tendance à accepter l'opinion d'une personne qui a une certaine aura, en tout cas sur nous. Donc ça, c'est un point d'attention très fort. Point d'attention pour les membres de famille et point d'attention pour les proches qui auraient une certaine influence sur nous. Il faut avant tout regarder les données et prendre les conseils de personnes qui ont réussi à atteindre les objectifs que nous voulons. Ensuite, faire une étude de marché, comme je l'ai dit, sur une plage qui soit représentative. Donc, si vous avez un marché de plus d'une centaine de milliers de personnes, vous n'allez pas prendre l'avis de 10 personnes et ça ne compte pas, en tout cas, pour votre business. Il faut surveiller ses émotions, vraiment, à cette étape, parce que des émotions trop fortes, une extrême colère, extrême joie, tristesse, en fait, vraiment tout ce qui est extrême, nous pousse à prendre de mauvaises décisions, à faire de mauvais choix. Donc c'est vraiment important de surveiller ses émotions et éviter ces émotions, de prendre des décisions pendant qu'on est en train de manifester ces extrêmes émotions. Il faut aussi garder le cap, d'accord? Une fois que vous avez choisi votre idée, il faut garder le cap. Parce que quand on choisit une idée, ce n'est pas pour la changer au bout de 30 secondes, au bout de 3 mois, au bout de 6 mois. En fait, il y a une phrase qui dit « La clé pour atteindre un niveau d'expertise mondial dans n'importe quel domaine est en grande partie une question de pratiquer correctement pendant environ 10 000 heures. » Donc c'est 10 000 heures pour atteindre un certain niveau d'expertise. C'est de Malcolm Gladwell dans son livre, donc Outliers, The Story of Success. Donc, là, il se base sur une étude scientifique qui prouve qu'il faut, en fait, pour atteindre l'excellence, il faut un certain nombre d'heures. Donc, peu importe le domaine que vous prenez, si vous restez 6 ans dans ce domaine, que vous faites tout ce qu'il faut faire, toutes les actions qu'il faut faire, pendant le temps qu'il faut faire, à la fréquence à laquelle il faut la faire, vous allez toujours être plus expert que quelqu'un qui l'a fait de façon sporadique ou qui vient d'arriver. Par contre, encore une fois, il faut qu'il y ait un besoin sur ce marché. S'il n'y a pas de besoin, alors vous pouvez faire toutes les actions nécessaires. S'il n'y a pas de besoin, il n'y a pas de besoin. Parce qu'il faut que l'offre puisse convenir, il faut qu'il y ait une demande. Donc vraiment, moi je prenais un exemple, une personne qui va, je sais pas moi, celui qui... je prends un exemple, qui va tailler des arbres, aller le plus grand élagueur. S'il reste, donc une personne qui démarre, d'accord? Elle démarre dans ce business et elle fait vraiment un arbre par jour, et puis elle part, elle revient, parce qu'une fois qu'elle a gagné suffisamment d'argent, elle part et elle revient. Bien, je prends un business par exemple, e-commerce. Vous avez des personnes qui vont commencer un peu de dropshipping et elles vont partir, elles vont abandonner, elles vont revenir 6 mois après quand elles apprennent qu'une personne a réussi dans ce business, elles vont revenir et ensuite elles vont essayer encore 2-3 semaines, 1 mois, ça marche pas, elles repartent. En fait, elles n'auront jamais atteint l'expertise qu'il faut par rapport à une personne qui ne lâche pas, qui n'abandonne pas et qui a décidé qu'elle fera tout pour devenir experte. Donc, les 10 000 heures, c'est à peu près 6 ans. Elle va se donner les moyens. Pendant 6 ans, ce n'est pas grave. Elle a toujours son CDI. Elle va se donner les moyens d'atteindre son objectif et de devenir experte afin de gagner à ce jeu du e-commerce. Donc vraiment, il faut que vous y teniez. Donc tu t'y tiens. Une fois que tu as trouvé ton business, tu es en CDI 1 heure par journée. Tu peux tenir tout en gérant tes finances, en continuant tes investissements, mais devenir expert dans ce domaine si tu as décidé en fait de créer ton indépendance. Donc vraiment, c'est ce que je dis ici. Choisir une activité et s'y accrocher pendant le temps nécessaire. Ensuite, 6e étape, lister les outils et les formations. Voir ce qui te manque, qu'est-ce qui te manque
comme compétence, donc les formations pour apprendre à vendre, parce qu'il n'y a pas de business. Si tu ne vends pas, si tu ne fais pas rentrer d'argent dans ton entreprise, il n'y a pas de business. Donc il faut vraiment que tu puisses apprendre à vendre. Comment est-ce que tu vas au contact des clients? Comment est-ce que tu attires les clients à toi? Donc il faut vraiment qu'il y ait les deux et ensuite apprendre à faire de la publicité. Et derrière, les formations par rapport au domaine choisi. Donc si c'est un domaine particulier, en fonction du domaine, il y a des compétences clés, il y a des expertises clés et celles-là, il faut aussi que tu les développes. Donc les compétences pour vendre, ça c'est important, et la compétence liée au domaine en particulier que tu auras choisi, et après tous les outils vraiment pour gérer ton activité et tous les outils liés au domaine que tu auras choisi. Ensuite, étape 7, de construire un agenda de travail, vraiment tes plages horaires, bien les identifier, celles que tu auras identifiées pour pouvoir travailler et t'y appliquer. Et à cette étape, pareil, aussi avoir des métriques pour surveiller, pour voir comment est-ce que ton travail évolue, comment est-ce que ce business évolue. Combien de personnes tu as attiré dans ta communication, combien de personnes ont été converties en clients, et ça tu le suis vraiment soit au pas de la journée ou de la semaine ou pas du mois. Donc c'est vraiment important que tu puisses avoir des métriques pour pouvoir corriger, parce que les métriques elles te servent en fait à savoir si ce que tu as mis en place comme stratégie fonctionne. Ensuite, il faudra apprendre à être productif, parce qu'avec 1 heure ou 2, il n'y a pas de temps après à perdre. C'est pas le moment donc de regarder son téléphone, de perdre du temps, de procrastiner. Donc il faut vraiment que tu apprennes à être efficace, à te bloquer les temps de travail, focus en étant concentré. Et aussi, à cette étape, il faut faire des sacrifices. Il n'y a pas d'autre choix. Il va falloir dire non à plusieurs événements, à plusieurs activités sociales, mais derrière, tu es en train de travailler pour ton indépendance financière. Maintenant, un dernier mot sur ces parties de productivité. Il y a des personnes qui vont dire ok, on parle de productivité, il faut prendre le temps, il faut même faire des sacrifices. Écoutez, et je vais parler franchement, si tu veux atteindre l'indépendance financière, c'est maintenant qu'il faut en fait commencer à te bouger. Et moi, il y a une phrase à chaque fois qui me parle et moi qui m'emmène à chaque fois quand je me lève. C'est cette phrase aussi, une phrase que je me répète en fait au réveil, c'est que si je ne me mets pas la discipline maintenant, c'est la vie qui me mettra la discipline plus tard. Quand on va prendre l'exemple de personnes par exemple qui n'ont pas forcément, des personnes, c'est pas lié à l'intelligence ou des difficultés financières ou même des difficultés à l'école. Vous avez des personnes qui ont simplement pas pris au sérieux leurs études et malheureusement derrière elles s'en sortent difficilement dans la vie et ça c'est dommage. Et moi j'en ai rencontré des personnes qui ont dit j'aurais dû mieux travailler pour avoir ne serait-ce qu'un travail qui me permette de prendre soin de moi. Donc ça, quand vous voyez ça, c'est très 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 difficile. Donc honnêtement, si toi tu vas atteindre l'indépendance financière, tu sais dans quel contexte tu as évolué et tu as ta vision à toi tout seul. Alors franchement, pour moi, n'hésite pas, ne regarde pas ce que les uns ou les autres. Mets-toi la discipline, plutôt que ce soit la vie qui te la mette ou l'État qui te la met, la société qui te la mette, parce qu'à la retraite, en fait, il n'y a pas suffisamment de réserves, de sous pour pouvoir prendre soin de sa famille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Moi, je vais profiter donc de la fin pour encore repartager cette idée, donc ce gros événement que je vais organiser et ce mouvement que je suis en train de créer, donc Vision 2030. 2030, c'est dans 5 ans. 5 ans pour pouvoir atteindre l'indépendance financière. Nous l'avons vu, les 10 000 heures pour devenir un expert. Ici, on va se dire que les 10 000 heures, donc c'est 6 ans, mais nous, on va se tenir 5 ans pour devenir des experts de l'indépendance financière, pour avoir nos activités, pour investir et pour ne pas lâcher. Donc en 5 ans, on va se partager des idées, on va se motiver tous ensemble et l'idée c'est qu'on puisse se retrouver en 2030. Je vous donne la force et la grâce, mais voilà, 2030 pour partager ensemble nos succès, aussi les difficultés, les efforts qu'on a dû faire, les sacrifices qu'on a dû faire, mais vraiment célébrer ensemble ces 5 ans pour atteindre l'indépendance financière. Moi, je vous dis vraiment, je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie de me suivre sur cette chaîne. Je te remercie aussi de partager. Je te remercie pour tous les commentaires.
N'hésite pas à me dire si ce format te convient, qu'est-ce que tu en as pensé. Et voilà, je vous dis à la semaine prochaine.